Bonsoir Bertrand Badi. Bonsoir. Merci d'être là ce soir, professeur émérite à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales, auteur de Par-delà la puissance et la guerre chez Odile Jacob. On n'y est pas encore, semble-t-il, ce soir, mais peut-être qu'on s'en rapproche. On va voir ça dans un instant avec vous. Mais d'abord, c'est l'heure de retrouver notre séquence vrai ou faux avec Louis Augry. Bonsoir. Ce soir, Louis, bonsoir. On parle ce soir d'une tendance malveillante sur les réseaux sociaux. Vous l'avez peut-être vu passer, Bertrand Badi, l'intelligence artificielle utilisée pour faire ce qu'on appelle des deepfakes, donc des fausses images à caractère pornographique, quand l'IA donc crée de toutes pièces des images. Dernière victime en date, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. Oui, exactement. C'est Giorgia Meloni elle-même qui l'a annoncé hier sur son compte Twitter. Des photos d'elle dénudée circulent sur les réseaux sociaux comme cet exemple accompagné de ce genre de message. Qu'une présidente du Conseil se présente dans ces conditions est vraiment honteux, indigne du rôle institutionnel qui est le sien. On comprend bien ici que l'objectif, c'est de porter atteinte à l'image de Giorgia Meloni et à sa crédibilité aussi en tant que femme politique. Alors ici, il y a plusieurs signes qui montrent qu'on est face à une image truquée. Cette jambe un petit peu bizarrement placée, cette ampoule également qui est un petit peu bizarre. Mais Giorgia Meloni, elle a surtout réagi à cette photo en disant que ces fausses images sont publiées par des opposants zélés. Elle préfère en rire quand même en disant qu'ils l'ont même clairement embellie, mais elle n'oublie pas de rappeler toute la gravité de cette pratique, la dangerosité des deepfakes. Les deepfakes, un outil dangereux. En finissant comme ça, moi je peux me défendre, beaucoup d'autres, non. Et oui, et justement, les deepfakes, c'est pas la première fois, et ce sont souvent des femmes qui en sont les victimes. Exactement, on va le dire tout de suite. C'est dans une écrasante majorité des femmes qui sont victimes de ces trucages avec l'IA à caractère pornographique. Alors en France, plusieurs personnalités en ont parlé publiquement ces dernières années. On a vu l'exemple des influenceuses Léna Situation ou Juju Fitcat, de la journaliste aussi Salomé Saké qui avait pris la parole dans cette tribune à Libération. Mais globalement, ça peut arriver à tout le monde, surtout que ces derniers mois, il y a une tendance dont on a beaucoup parlé, qui était particulièrement problématique avec l'intelligence artificielle de X, vous savez, Grok, l'IA d'Elon Musk. Des hommes avaient tout simplement la possibilité de demander à l'IA de déshabiller des femmes, de remplacer leurs vêtements par de la lingerie. N'importe quel internaute pouvait envoyer une photo à l'IA d'Elon Musk et lui demander de dénuder les personnes sans leur consentement. Alors depuis, ça avait créé un tollé, un scandale mondial. La plateforme a fini par retirer cette fonctionnalité. N'empêche qu'en quelques mois à peine, des milliers d'images sexuelles ont été diffusées sur la plateforme. Et quelles sont les réglementations ? Il y en a ? Alors, il y a du nouveau. Depuis 2024, une loi en France qui condamne spécifiquement les deepfakes à caractère sexuel. Le code pénal condamne tout montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement. Peine encourue, 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si la diffusion est en ligne, en l'occurrence avec les réseaux sociaux, ça fonctionne. Le problème, c'est que pour le moment, on a discuté avec des juristes. Les décisions de justice sur les affaires de deepfakes sexuels restent assez rares. Il y a un exemple ces derniers mois dans la Manche où un jeune de 20 ans a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour avoir créé et diffusé des images à partir de photos de collégiennes. Mais ce sont des processus qui peuvent être très longs. Il faut inciter les personnes à porter plainte. Les recours existent, mais c'est un problème difficile à gérer uniquement par la voie judiciaire. Il faut aussi faire beaucoup de pédagogie et de prévention en amont sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Louis Augry, d'y avoir contribué ce soir avec cette chronique. Et vous retrouvez toute l'équipe, Louis et tous les autres, donc toute l'équipe de Vrai ou Faux, le samedi à midi. Et le dimanche soir, la rediff à 20h. Merci Louis. Bertrand Badi, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc professeur émérite à Sciences Po Paris, spécialiste des relations internationales. Je rappelle le dernier titre de votre ouvrage, Par-delà la puissance et la guerre, chez Odile Jacob. Je vous demandais si on était en train de se rapprocher de cette zone ce soir. Les 2 informations principales dans cette journée. Alors la première, c'est pas encore une information, ce sont des
des sources dans la presse américaine qui disent qu'il y a un accord, voilà, que les États-Unis et l'Iran seraient tout à fait proches d'un accord ce soir. Et puis l'autre, c'est une vraie information, et on a même les images, on va les voir, c'est le porte-avions Charles de Gaulle, le porte-avions français qui a franchi le canal de Suez et qui est en train de descendre la mer Rouge et de se diriger voilà, vers ce golfe d'Oman. Quelle est votre analyse de la situation ce soir, Bertrand Badi ? Alors, première recommandation, la prudence. Pourquoi la prudence ? Parce qu'on a l'habitude d'interpréter les faits et les discours, les paroles en relations internationales à partir d'une analyse stratégique. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, le réflexe est de dire « mais quelle est la stratégie derrière ? Comment cela s'inscrit dans un projet plus vaste que notre travail consisterait à interpréter ?» Avec Trump, on est passé de la posture stratégique à la posture d'affichage. C'est-à-dire la rationalité de l'homme, ce n'est pas tant de penser un jeu à moyen et long terme, c'est-à-dire la façon la plus efficace d'obtenir un résultat et d'atteindre un objectif politique, mais c'est savoir, dans l'immédiat, afficher la posture qui aura un effet sur l'opinion et sur les différents acteurs. C'est-à-dire qu'il faut toujours réinterpréter ce qu'il dit en se demandant quel message il veut faire passer et qu'est-ce qu'il cherche à afficher. La rationalité d'affichage, c'est l'anti-stratégie. Et c'est la raison pour laquelle personne n'arrive à l'interpréter. Alors quand on est face à cette situation, il faut tenter de recouper le discours trumpien, qui restera dans les annales, bien entendu, avec un certain nombre de faits ou d'autres discours. Là, il y a quand même eu d'autres discours. Les autres discours, c'est quoi ? C'est Rubio, le secrétaire d'État, qui a une parole plus mesurée et plus économique, si je puis m'exprimer ainsi, et qui avait annoncé de manière solennelle que la partie militaire était terminée et avait atteint ses buts. C'est intéressant à mettre en perspective avec ce que dit le président des États-Unis. Deuxième élément, vous avez mentionné effectivement cette rumeur d'un accord porté par Axios, mais qui média américain. Voilà, mais qui a été relayé aussi par le Pakistan. C'est-à-dire, le Pakistan, dont on sait la fonction médiatrice, a parlé de cette chose. Le Pakistan n'est pas dans une stratégie d'affichage, on l'a vu depuis le début, mais dans une stratégie, au contraire, secrète, discrète. C'est ce que je disais d'ailleurs sur ce plateau. La vraie diplomatie, c'est celle qui ne s'exprime pas. Que la diplomatie pakistanaise s'exprime, c'est un deuxième signe. Troisième signe, il y a ce fameux voyage de Trump en Chine. La semaine prochaine. Alors, c'est très intéressant parce que... depuis très longtemps. Alors, attendez. Ça, vous rapportez la parole trumpienne, pas la parole chinoise. Les Chinois n'ont encore rien annoncé. Ils n'ont pas confirmé. Ils n'ont rien confirmé. Des 14 et Alors, 15 qu'est-ce mai. qu'il y a derrière le silence chinois ? Le silence chinois mérite toujours d'être interprété. Derrière le silence chinois, il y a la discrète suggestion que s'il n'est pas sage, il ne viendra pas. Nous ne les laisserons pas venir. Et ça, c'est quand même ce que j'appelle dans mon langage une pression systémique extrêmement forte. Le président des États-Unis ne peut pas se permettre de griller l'étape chinoise. Et puis, il y a des éléments plus anecdotiques qui vont peut-être vous faire sourire, mais qui me faisaient sourire jusqu'à hier, mais que je commence à considéré comme un début d'indicateur. La Coupe du monde de football aux États-Unis. Je ne vois pas un homme aussi marqué par son hubris venir occulter cette grande manifestation sportive mondiale dont il va être le centre, l'idole, la personnalité structurante, le laisser occulter par des événements militaires importants ou dramatiques dans le Golfe. Alors, c'est un petit rayon d'optimisme, mais qui montre qu'il y a quand même une certaine conjonction des planètes, alignement des planètes. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous savez, dans ce type de montage, une mouche, une petite poussière
peut tout remettre en cause. Et si on en reste à ce que vous venez de dire, est-ce que vous considérez qu'on a quand même, si on devait pencher d'un côté, qu'on a un pas de plus du côté de la paix à venir et du règlement du conflit, qu'on puisse découpler l'histoire d'Ormuz et l'Iran? Est-ce que vous avez l'impression que ça va plutôt, vous diriez, que ça va plutôt... On entend des choses différentes tous les jours, qui sont soit des choses de pression, pour mettre la pression sur les pays. Est-ce que vous diriez que ça va plutôt dans le bon sens? Et est-ce que vous diriez également que c'est parce qu'il y a une pression qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire les Chinois, c'est-à-dire les Émirats, c'est-à-dire tous ces pays qui commencent à trouver qu'ils y perdent beaucoup et qui peuvent éventuellement faire pression aux Iraniens? J'arrête. Enfin, les deux questions. Alors, j'emploierai pas le mot paix parce que pour avoir travaillé plusieurs années sur ce sujet, je pense qu'on en est extrêmement loin. En revanche, effectivement, on entre dans une logique très trumpienne qui est celle du cessez-le-feu plus ou moins tenable et plus ou moins durable. Je le crois pour les raisons que vous avez exposées. Alors, on se rejoint tout à fait sur l'idée de pression systémique. Moi, c'est toujours ce que j'ai plaidé. Le temps de la négociation transactionnelle, c'est fini. Le temps de la négociation bilatérale, style ce que l'on a connu dans les temps anciens, c'est terminé aussi. La pression systémique dans un monde, il ne faut pas oublier qu'il est globalisé et qui donc a ses points d'expression, et l'un des points d'expression, c'est, attendez, l'économie mondiale est en train de craquer, et l'économie asiatique en particulier, pas seulement l'économie chinoise. Donc ça, c'est une pression systémique très forte, à laquelle il faut ajouter la pression que représente l'opinion publique américaine. Vous savez, les sondages sont de plus en plus dramatiques pour Trump, qui en est maintenant à 34% de popularité, et en taux d'approbation de son action en Iran, on en est à 1/4 contre 3/4. Donc tout ça, ça compte. Alors, maintenant, ça révèle quelque chose en fait d'assez banal, qui est que les deux parties, l'Iran et les États-Unis, ont vraiment besoin de trouver la porte de sortie. Mais il y a deux problèmes. C'est que chacun sait que l'autre cherche la porte de sortie. Et quand on est dans cette posture-là, on a tendance à augmenter les enchères, parce qu'on considère que son adversaire est faible et vulnérable. Donc la pression monte, d'où les déclarations, notamment de M. Khalibov, le président du Parlement iranien, qui peut compliquer les choses. Hein. Vous avez vu, sa dernière réaction était quand même un petit peu compliquée. Il y a un autre élément qui joue dans cette affaire et qu'il faut pas le laisser de côté, c'est que, vu ce qu'est le profil trumpien, il est prêt à prendre n'importe quelle porte pour sortir, mais certainement pas une porte qui montrerait de manière trop ostensible qu'il a perdu. Or, il a perdu. Donc tout le problème, c'est de maquiller sa défaite en victoire, ce que Poutine sait très bien faire. Comment pouvez-vous être aussi certain qu'il a perdu? Parce que... Si, imaginons que le régime iranien vacille, même si ça doit recommencer dans 15 ans, il y aura quand même eu un pas de plus qui aura été fait dans les relations. Alors si, vous me direz, ça fait beaucoup de conditions avec Hormuz, mais en quoi pouvez-vous affirmer qu'il a perdu déjà? Si les capacités nucléaires sont effectivement relativement détruites, ou même suffisamment pour faire perdre 10 ans à l'Iran, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il a perdu? Alors, d'abord, rappelez-vous... On ne connaît pas exactement les buts de guerre. Oui, mais... Fortiori, vous voyez. Rappelez-vous le film tel qu'il s'est enclenché au début de cette année, janvier 2026, en pleine manifestation extrêmement et violemment réprimée en Iran. L'idée, c'était « Attendez, on arrive ». Ça, c'est la phrase même prononcée par le président Trump. Il n'est pas arrivé, les autres ont attendu et le régime est consolidé. C'est pas que le régime a sauvé sa peau, c'est qu'il est aujourd'hui consolidé et pire que consolidé, il est radicalisé d'un certain point de vue. C'est-à-dire que manifestement, ce sont les plus radicaux qui... Il y a par exemple des scènes où on voit les femmes sans foulard dans la rue. Oui, mais alors... Non, mais je voulais dire que je mélange tout. Mais qu'est-ce qui... J'oserais pas dire ça, mais c'est un peu... Un peu ça quand même. Qu'est-ce qui nous fait dire que le régime est conforté ou radicalisé, vous dites? D'abord, il n'est pas tombé. D'abord, on a vu
non seulement une capacité de résilience, mais une capacité de réactivité à ces différents scénarios diplomatiques et militaires absolument étonnante. La manière dont, effectivement, un pays qui a reçu des milliers de tonnes de bombes sur la tête est capable non seulement de conduire une stratégie réactive, tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique, mais qui a réussi ce qui a été le succès de l'actuelle séquence, de complètement laisser de côté la question nucléaire pour dire, on discute de la réouverture du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, il était toujours ouvert. Qu'est-ce que M. Trump va gagner d'obtenir des Iraniens ? Un retour à la situation précédente. Voilà, D'accord. exactement. Alors, Dans quel monde on pourrait ou on va, je ne sais pas, basculer, mettons, voilà, après un éventuel accord et une forme de statu quo. Un monde, ça veut dire où il faudra compter avec l'Iran, où les États-Unis sortiront affaiblis ou décrédibilisés et où la Chine sera le nouveau gendarme du monde. On a vu l'Iranien aller se faire sermonner par le ministre chinois des Affaires étrangères aujourd'hui, non ? un peu plus compliqué. Mais pourquoi Plus compliqué que ça, mais en termes de grands rapports de force, Oui. dans quel monde on pourrait basculer après ce conflit ? D'abord, vous n'allez pas basculer parce que vous avez déjà basculé. Et en quoi avez-vous déjà basculé ? Ce fameux rapport de force que vous brandissez dans votre dernière phrase, il y a longtemps qu'il ne fonctionne plus. Et le grand enseignement de cette guerre, c'est que le rapport de force, pour le moins, n'est pas décisif. C'est-à-dire un rapport de force, lorsque on était à l'époque de Clausewitz, le grand stratège prussien du début du XIXe siècle, c'était le vainqueur qui, nous disait Clausewitz, terrasser l'ennemi. Est-ce que vous avez vu, depuis 1945... Quelqu'un de terrassé, non ? Quelqu'un de terrassé, voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle le mouvement de bascule, on est dedans depuis 1945. Vous savez, ce qui a déclenché tout ça, c'est les guerres de décolonisation, où c'est le faible qui a mis une baffe au fort et qui a gagné. Et donc, à partir de ce moment-là, le monde a changé. Puis après, il y a eu d'autres éléments. Il y a eu la chute du mur qui a mis fin à l'équilibre de terreur. Et puis, vous avez eu surtout la mondialisation qui a remplacé le rapport de force, le bras de fer, en interdépendance. C'est-à-dire que derrière tout ça, il se cache quelque chose. On le voit bien avec cette affaire du détroit d'Ormuz, que tout le monde dépend de tout le monde. Le faible du fort, mais le fort dépend de plus en plus du faible également. Ceci étant dit, moi, je n'interpréterai pas du tout le jeu de la Chine comme vous le suggérez. Pourquoi ? Parce que la Chine est le premier pays au monde, et peut-être encore le seul aujourd'hui, qui a vraiment compris ce qu'était la mondialisation et tous les profits qu'elle pouvait tirer égoïstement de la mondialisation. Et donc, le jeu de la Chine, ce n'est pas un jeu de rapport de force, c'est un jeu systémique. C'est-à-dire pouvoir manœuvrer à l'intérieur de systèmes, conduire, structurer, remodeler le système de manière à ce qu'il optimise ses avantages. Et c'est ça que très habilement la diplomatie chinoise est en train de faire. Alors vous dites, désormais il va falloir compter avec l'Iran. Non, madame, désormais il va falloir compter avec les 192 autres. C'est-à-dire que nous entrons dans un monde où l'hégémonie n'est plus possible et nous entrons dans un monde où la verticalité aboutit systématiquement à l'échec. Il va falloir s'y faire à cette idée. Et de même, il faudra se faire à une autre idée, qui est que sur la scène internationale, il n'y a pas que des États. Il y a des économies, il y a des acteurs sociaux, il y a des opinions publiques, il y a des lobbies, il y a tout un jeu systémique extrêmement complexe qui rend le choix stratégique si simple autrefois extrêmement difficile et aventureux aujourd'hui. Il va falloir s'y faire. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa comme nouveau monde. Est-ce que la France, alors vous dites que c'est la Chine qui a le mieux compris tout ça, si j'ai bien, Je pense. les États-Unis visiblement n'ont pas bien compris, et la France, quand elle envoie le porte-avions Charles de Gaulle, quand Emmanuel Macron parle au téléphone avec le président iranien, qui parle en même temps au président américain et à beaucoup d'autres, est-ce que lui, il a compris ? Laissez-moi observer mon obligation de réserve de fonctionnaire à la retraite.
il faut sortir de ces visions-là. D'abord, il n'y a plus de pays régulateurs dans le monde, il faut le comprendre. Et la carte de la France dans le monde est une carte qui n'a pas du tout la même signification qu'autrefois. Le président iranien, Pezeshkian, a demandé à parler Emmanuel Macron. Pourquoi ? Probablement pour agrémenter ce mémorandum qui semble se dessiner, ce qu'on disait tout à l'heure, et avec beaucoup de conditionnels, entre l'Iran et les États-Unis. Encore une fois, jeu systémique. Le jeu de l'Iran, c'est d'impliquer suffisamment de pays pour qu'effectivement l'Iran ne reste pas en situation de tête-à-tête avec les États-Unis. Donc on aura besoin de la France, comme l'Iran a besoin du Pakistan, elle l'a montré, comme elle a besoin de la Chine, comme d'un certain point de vue elle a besoin de la Russie, comme elle a besoin de la Turquie, comme elle a besoin de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas un jeu singulier et individuel. Je ne pense pas que le porte-avions Charles de Gaulle, autre que l'effet de démonstration, vienne intervenir comme paramètre. Il n'est pas tout seul. On dit qu'il y a des navires britanniques qui seraient avec lui. C'est une opération, c'est une coalition, une quarantaine de pays. La France n'est pas toute seule là-dedans. Oui, enfin, vous dites coalition, mais il a été explicitement précisé que cette coalition existerait dans une situation de post-guerre. Oui, mais l'idée de découpler la crise d'Ormuz et la guerre qu'il y a, peut-être une possibilité de ne pas laisser effectivement le tête-à-tête entre les États-Unis et l'Iran. En faisant que ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ah mais non, c'est pas. Mais c'est pas que c'est une inefficace, dirons-nous. Le problème, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal, mais c'est quelque chose qui peut-être est une. C'est-à-dire que si la France s'inscrit dans un jeu systémique, effectivement, elle tiendra son rôle, comme bien d'autres pays seront appelés à le faire. Il n'y a pas de problème. Si elle veut jouer un jeu solitaire qui consiste à montrer qu'on est encore une puissance du premier rang, comme disait le général de Gaulle, là, je crains que ça échoue, d'où mon embarras à vous répondre. La chose n'est pas claire. La pire des choses dans des crises de ce genre, c'est de vouloir en retirer un capital de puissance. Ça, ce n'est pas ça. La vertu régulatrice, vous m'a fait l'honneur de citer mon dernier livre, par-delà la puissance et la guerre, je n'ai pas dit par-delà n'importe quoi. C'est-à-dire, pour n'importe quelle raison. C'est parce que aujourd'hui, il faut trouver des substituts à la guerre et à la puissance pour assurer la régulation internationale. C'est passionnant, évidemment. On avait envie de vous entendre également sur la Russie. On lit depuis plusieurs jours un certain nombre d'articles et d'informations qui ont l'air de montrer que ça bouge un peu. Il y a des sondages qui sont de plus en plus inquiétants visiblement pour le Kremlin. On a lu dans le Figaro qu'il y a un rapport des services de renseignement qui dit que Vladimir Poutine a fortement renforcé ses services de sécurité par crainte d'un coup d'État. Est-ce que Poutine est fragilisé de plus en plus aujourd'hui en Russie? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Quelle est votre analyse? Alors, le sous-titre c'est pas le sous-titre, le titre complet de mon livre, c'est Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale. C'est-à-dire que je considère que l'un des paramètres essentiels de la vie internationale, c'est le jeu des sociétés et la pression des sociétés. Et ça, dans le conflit russo-ukrainien, on l'a vu d'abord du côté de l'Ukraine, et ça a formidablement fonctionné. Au-delà des armes livrées, au-delà de l'effort militaire réel, pour permettre à l'Ukraine de tenir, l'énergie nationale. Ça a été l'énergie sociale. Dont vous dites que celle en Iran n'est pas présente. Excusez-moi, je ne reviens pas à l'Iran, mais c'est simplement vous considérez que peut-être ça marchera en Iran, mais qu'il ne faut pas substituer à ça, qu'il n'y a que ça qui pourra le faire sauter le régime. Absolument. C'est-à-dire que tout le monde de raisonnable est suspendu à la question: est-ce que la société iranienne va bouger comme elle a bougé en décembre, janvier dernier? Personne ne peut le prévoir, parce que par définition, l'énergie sociale est mystérieuse. Maintenant, et sur la Russie, 45 secondes. Ce qui me paraît très important, c'est que au jour d'aujourd'hui, l'intervention israélo-américaine a rapproché le peuple iranien du régime. Et ça, c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle pour les plus radicaux. En Russie, le jeu commence à se faire et effectivement, il faut surveiller ça de très très près, comme le lait sur le feu.
le lait, c'est Monsieur Poutine. On va surveiller ça évidemment dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci beaucoup Bertrand Badi d'avoir été notre invité. Merci Nathalie. À très vite. Bonne soirée. JT Monde informé sur France Info.